Bien, bonjour à toutes et à tous. Très bonne année 2025 pour la filière automobile. C'est pas gagné, mais on va y contribuer ensemble. Alors, bienvenue dans ce nouveau lab de la PFA, de la filière automobile, pour un sujet qui nous semble très important. Il se trouve que j'entre dans ma, je crois, Gilles, 8e année à la présidence de la PFA. Mais il se trouve que j'ai eu d'autres vies auparavant. Et de mes 2 vies antérieures, j'ai appris 2 choses. Premièrement, le client a toujours raison. J'ai appris ça dans ma première vie dans l'entreprise. Deuxièmement, l'électeur a toujours raison. J'ai appris ça dans ma 2e vie. Voilà. Le client n'est jamais con et l'électeur n'est jamais con. Et je crains que nos dirigeants européens, en 2022, lorsqu'ils ont pris cette décision d'aller vers une solution unique d'interdiction des moteurs thermiques, aient un peu oublié cet adage, c'est-à-dire le consommateur final. Jamais nous n'avons douté, cher Gilles, que nous soyons capables de faire les meilleures voitures et de passer d'un temps extrêmement contraint d'une technologie à une autre. Et nos constructeurs, avec les équipementiers, avec les fournisseurs, l'ensemble de la filière, a été capable en moins de 5 ans de se remettre en question, d'investir massivement et aujourd'hui de mettre à disposition du grand public des véhicules absolument incroyables qu'on n'aurait pas imaginé il y a seulement 5 ans. Donc si vous voulez, les véhicules, nous les avons. Les investissements, ils ont été faits. La vraie question depuis le début, c'est la capacité du consommateur à répondre à cette transformation. Est-ce que le client suit? Est-ce qu'il achète? Et nous en sommes là aujourd'hui. Puisqu'on s'aperçoit que ce que nous avions craint il y a 2 ou 3 ans, de se dire le pire, je me souviens d'une réunion avec le président de la République et l'ensemble de la filière, où nous faisions le constat suivant, était de dire finalement le pire serait que nous fassions des transformations, les investissements, que nous ayons les voitures, mais que nous n'ayons pas les clients. Nous y sommes. Aujourd'hui, on est très très loin, enfin chez les Français en tout cas, de la fin de la voiture. Donc, chez les possesseurs de voitures électriques, alors il y a un niveau de satisfaction qui est encore supérieur à ceux de l'ensemble en fait, des possesseurs de véhicules. Et d'ailleurs, 83% d'entre eux nous disent aujourd'hui que pour leur déplacement, là où ils habitent, la voiture leur est indispensable. Et même 50% nous répondent oui, tout à fait à cette question. Vraiment, voilà, je l'aime. Voilà, c'est pas qu'une question d'usage ni une question de satisfaction. J'aime ma voiture. J'en suis très satisfait. Et en plus, elle m'est indispensable pour me déplacer quotidiennement. Et regardez, voilà, les résultats, bon, on s'en doute un peu, hein, vous allez me dire, mais bon, ça va toujours mieux en le disant. Le pourcentage d'indispensables, il monte à 98% chez ceux qui sont dans des communes rurales, 94% chez ceux qui utilisent régulièrement leur voiture et 92% chez ceux qui résident dans des villes isolées. Donc ça remet un petit peu l'église au milieu du village, si j'ose dire, parce qu'il faut bien se rappeler qu'on n'habite pas tous dans des grands centres urbains très bien dotés en transport en commun. La France, elle est rurale avant toute chose. Et c'est ce que vous retrouvez là. 83% nous disent que la voiture leur est indispensable pour leur trajet au quotidien. Et seuls 25% des Français interrogés nous disent aujourd'hui être prêts à se passer totalement de leur voiture dans leur déplacement. Seuls 25%, ça fait à peine un quart de ceux qui utilisent la voiture, qui peuvent aujourd'hui être prêts à s'en passer. Et qui sont-ils? Là encore, le profil est extrêmement typé. Des jeunes, moins de 35 ans, des automobilistes occasionnels, et des actifs, et surtout des gens qui habitent dans des villes-centres. Non, c'est le contraire de ceux qu'on voyait tout à l'heure qui habitaient plutôt dans des zones rurales. Donc des gens qui habitent dans des villes-centres, des centres-villes, et aussi en région Île-de-France forcément, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un réseau de transport en commun aussi bien maillé que dans nos régions. En plus, c'est un objet auquel ils sont extrêmement attachés. On pourrait presque faire la comparaison avec nos smartphones, par exemple. Le smartphone, les Français, ils sont aujourd'hui extrêmement attachés à leur smartphone. Mais ce n'est pas uniquement pour des raisons d'usage, d'appel, de réseaux sociaux, etc. C'est un objet
quasiment qui fait partie de leur intimité, c'est devenu quasiment un doudou. Je ne vais pas dire que la voiture c'est le doudou des Français, mais c'est un objet qui a une place très importante au sein des foyers, au sein des familles, au sein des maisons françaises. On a vu dans un premier temps le rapport des Français à la voiture. Voyons maintenant quelle image ils ont de la filière automobile. Et bien, vous voyez qu'elle est extrêmement bonne, puisque 78% d'entre eux déclarent avoir une bonne image de l'industrie automobile française, constructeurs, équipementiers, sous-traitants, etc., etc. Donc ça, c'est le premier constat qui est posé. Bonne image de l'industrie automobile française, avec le sentiment derrière, en fait, que c'est un secteur qui a fait beaucoup d'efforts. C'est un secteur qui a fait beaucoup d'efforts pour se transformer. Ils sont 70% à nous dire que l'industrie automobile française a évolué au cours des dernières années. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment, les efforts qui ont été faits vis-à-vis de la transition énergétique, etc. Les Français les ont vus. Les Français sont au courant. Enfin, encore, là, je dis ça, vous pouvez me dire, oui, mais enfin, vous êtes gentil, ça a évolué, mais est-ce que ça a évolué en bien ou en mal, finalement? Eh bien, soyez rassurés, 87% de ceux qui nous disent que l'industrie automobile a évolué nous disent qu'elle a évolué plutôt en bien. Et c'est encore plus fort auprès des automobilistes réguliers, ceux qui utilisent l'électrique, etc., etc. Donc ces efforts, ils sont vraiment perçus et reconnus par les Français. Ils voient qu'une transition est à l'œuvre dans l'industrie automobile française. Mais même s'ils voient que cette transition est à l'œuvre, ils sont aussi au courant des défis que vous avez à relever et qui sont vraiment des défis de taille. Puisque vous voyez que même si 78% d'entre eux nous disent « oui, l'industrie automobile française est engagée dans la transition écologique », donc ils voient bien qu'on est en mouvement. Malgré tout, 53% pensent que c'est toujours une industrie polluante. Ils ont une très bonne image de la filière, comme je vous l'ai dit, mais vous voyez qu'ils sont aussi au courant de ces difficultés. 78% nous disent que l'industrie automobile française est aujourd'hui en difficulté face à la concurrence étrangère. Donc, vous voyez, ils ont quand même une bonne perception, en fait, des défis que vous avez à relever. Mais on sent qu'il y a un bon socle d'image, puisque 73% nous disent que c'est une industrie innovante, 73% nous disent que c'est une industrie en pleine transformation, 70% nous disent que c'est une industrie dynamique. Donc, ils voient que très clairement, il y a des traits d'image très positifs qui vous sont associés, et ce qui n'empêche pas, malgré tout, 47% des personnes interrogées qui nous disent aujourd'hui que c'est une industrie qui est en déclin. Voilà, face à tous ces défis qu'elle a à relever, malgré tous ces efforts, eh bien, voilà, il y a aujourd'hui des inquiétudes forcément par rapport au futur de la filière automobile française qui est confrontée à de nombreux enjeux, que ce soit la pollution, que ce soit la concurrence étrangère, etc., etc. Donc, on a vu dans un premier temps le rapport des Français à la voiture, dans un second la perception de la filière. Voyons maintenant ce qu'ils nous disent par rapport, en fait, aux véhicules 100% électriques. Avec déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que cette fameuse décision en fait, d'arrêter la vente de véhicules neufs à essence ou diesel d'ici 2035, elle est connue de la plupart des Français. 79% des personnes interrogées nous disent être au courant de cette décision. Donc on voit qu'elle jouit aujourd'hui d'un bon niveau de notoriété. Ils savent ce qui les attend. Mais cette décision est extrêmement décriée. Quand on leur a soumis toute une série d'affirmations, on leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et vous voyez que les Français sont quand même extrêmement critiques. Bon, bien entendu, ils sont français, donc si on ne critique pas, après, on n'est plus français. Mais malgré tout, on voit quand même que là, il y a quand même, je n'irai pas jusqu'à parler d'une levée de bouclier, mais c'est une décision qui suscite vraiment beaucoup de scepticisme. Quand on leur dit les voitures 100% électriques sont une bonne solution pour lutter contre le changement climatique, seuls 43% sont d'accord avec cette affirmation. Alors que c'est l'un des points clés qui va être mis en avant en fait, pour justifier ce type de décision. Vous voyez que malgré tout, 57% des Français ne sont pas d'accord avec ça. Donc même le socle, la base de cette décision, elle est remise en question et elle est discutée par les Français.
À l'usage, une voiture 100% électrique revient moins cher qu'une voiture à essence ou diesel. Seuls 38% sont d'accord avec cette affirmation. L'arrêt de la vente de véhicules à essence ou diesel d'ici 2035 est une bonne chose pour l'industrie automobile française. Seul un tiers des Français sont d'accord avec ceci. L'arrêt de la vente de véhicules à essence ou diesel d'ici 2035 est une bonne chose pour le consommateur, encore moins. Seuls 30% sont d'accord avec ça. Et l'arrêt, et celle-là, voilà, qui est peut-être le chiffre le plus marquant, hein, finalement, l'arrêt de la vente de véhicules à essence ou diesel d'ici 2035 est réaliste. Seuls 27% des Français interrogés pensent que c'est une décision réaliste et que ça va vraiment se faire, hein. Ça nous laisse quand même, si je ne me trompe pas, 73% d'avis contraires, ce qui fait beaucoup. Donc vous voyez qu'ils doutent. Alors ils remettent non seulement en cause le fondement de la décision, ils remettent en cause les bénéfices, que ce soit pour l'industrie automobile ou pour le consommateur lui-même, et ils doutent vraiment de son avènement, enfin de son caractère réaliste. Donc c'est vraiment une décision qui a du mal à passer chez les Français interrogés. Alors bien sûr, quand on parle de véhicules électriques, voilà, on sait qu'il y a tout un certain nombre d'aides financières publiques à destination des personnes qui souhaitent acquérir un véhicule électrique. Est-ce que les Français se sentent bien ou mal informés par rapport à ces aides? 63% des personnes interrogées disent être mal informées par rapport à ces aides. Donc il y a un niveau d'information déjà qui n'est pas bon sur voilà, quelles sont ces aides, quels sont leurs montants, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, voilà, forcément, ils ne sont pas très bien informés. Alors, quand on leur demande s'ils savent s'ils sont éligibles ou pas à ces aides pour l'achat d'une voiture électrique neuve, seuls 27% des Français interrogés savent s'ils sont éligibles ou pas. Donc, voilà, là, c'est le flou le plus total. On ne connaît pas le montant des aides, enfin, on ne connaît pas les aides tout court. Et après, on ne sait pas si voilà, je peux rentrer dedans ou pas. Alors même que, quand on leur dit qu'on les informe en fait et qu'on leur dit que ces aides comprennent la prime à la conversion, le bonus écologique, qu'elles peuvent se cumuler, et est-ce que ces aides pourraient vous inciter ou pas à l'achat d'une voiture électrique neuve, on voit qu'il y a quand même un effet, puisque 4 Français sur 10 nous disent que ça pourra avoir un caractère incitatif. Donc c'est pas négligeable non plus. On voit que voilà, ces aides, voilà, ces Français finalement les accueillent assez bien, hein, enfin pour une part non négligeable d'entre eux, et que du coup, quand on leur dit à des personnes en fait qui pourraient acheter un véhicule électrique, alors dites-moi, et si ces aides venaient à disparaître, est-ce que vous renonceriez à l'achat d'une voiture électrique? Pouf, mais il y a tout qui dégonfle, hein, puisque 77% des personnes interrogées nous répondent oui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'achat. Très clairement, une fois qu'ils sont informés. Donc un manque d'information, alors même que ça pourrait être un levier incitatif assez intéressant. Et du coup, s'il n'y a pas d'aide, eh bien tout, voilà, l'incitation retombe complètement. Donc voilà pour les principaux résultats de l'étude quantitative. Donc à la suite de cette étude, on a réalisé ce qui s'appelle une typologie, hein, c'est une technique statistique qui permet d'éclater la population française en grands groupes qui vont partager des valeurs et des attitudes communs par rapport aux véhicules électriques notamment. Et qu'une fois qu'on a fait en fait cette analyse statistique, on voit qu'on a en gros 5 grands groupes de Français. Alors bien entendu, c'est un petit peu caricatural, mais c'est le jeu, enfin c'est le jeu des sondages de manière générale de toute façon, et c'est aussi le jeu de la typologie, c'est-à-dire qu'on force un peu le trait pour brosser à grands traits en fait c'est le portrait de ces 5 grandes familles de Français qu'on observe en fait dans notre étude quantitative. Premier groupe, ce sont des Français qui sont très attachés à leur voiture telle qu'elle est aujourd'hui et qui sont très méfiants vis-à-vis des véhicules électriques et qu'ils méconnaissent par ailleurs. Donc ça, c'est le premier groupe de Français. Sur un plan un peu plus sociodémographique, hein, ce sont des gens souvent qui sont un peu plus âgés, un peu plus ruraux et qui appartiennent davantage aux classes moyennes que l'ensemble des Français. Deuxième groupe que nous avons observé, ce sont à 25% de la population française, ce sont les électro-prudents. Alors eux, c'est plutôt un groupe en fait qui est à tendance un peu écolo,
C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, de gros utilisateurs des transports en commun. Ils ont confiance dans l'industrie automobile française par rapport à ces enjeux d'avenir. Mais malgré tout, ils manifestent une certaine prudence par rapport aux véhicules électriques parce qu'aujourd'hui, d'après eux, il y a trop d'inconnus pour qu'on puisse y arriver. Ils doutent. Voilà. Mais le terrain est plutôt favorable, mais il y a quand même aujourd'hui une certaine prudence. Qui sont-ils? Ce sont souvent des hommes, plus souvent des hommes de catégorie aisée, avec des préoccupations environnementales qui sont assez fortes. Troisième groupe que nous avons pu constituer sur cette typologie de la population française, les électro-enthousiastes. 16% de la population française. Alors c'est le groupe le plus enthousiaste vis-à-vis du véhicule électrique. Ils évaluent très positivement les capacités d'innovation en fait de la filière automobile française. C'est vraiment un groupe qui va être marqué par son appétence pour tout ce qui va être innovation et progrès. Ils ont confiance dans l'avenir, ils sont friands d'innovation et ils constituent 16% de la population française. Nos électro-enthousiastes sont plutôt des hommes, plutôt des jeunes, plutôt des actifs qui habitent plutôt dans des grandes villes et plutôt dans des centres-villes. Vous voyez que les profils sont quand même extrêmement typés. Quatrième groupe, les électro-allergiques. 11% de la population française. Eux, voilà, je pense que là, ça n'arrivera pas. Eux n'achèteront jamais, en tout cas pas tout de suite, sauf s'ils sont vraiment contraints et forcés, un véhicule, une voiture électrique. Il y a un total rejet du véhicule électrique, de la voiture électrique dans ce groupe, avec aussi des perceptions assez négatives sur la filière automobile française. Mais eux, ils sont vraiment dans le rejet. Alors, vous vous doutez un petit peu peut-être du profil, mais on est sur des hommes plus âgés. On est souvent sur des catégories populaires, c'est-à-dire avec des revenus qui sont plutôt bas. On est sur des ouvriers, des employés et des personnes qui habitent en zone rurale. Donc eux, ce sont les électro-allergiques. Et eux, ce qui aussi, d'une manière plus générale, va les distinguer de l'ensemble de la population française, c'est une forme de réticence par rapport au progrès et à l'innovation, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il y a une posture qui est extrêmement conservatrice. De manière générale, c'est une vision du monde qui sous-tend ces perceptions. Dernier groupe, les détachés du volant. 11% de la population française. Alors là, je pense qu'on aurait peut-être même pu ajouter un E, vous voyez, on a typé notre population, on est arrivé à 5 souvent quand même des femmes, grands groupes, 25-34 ans, le plus nombreux, ce sont dans la région Île-de-France. Nous avons été à la rencontre, utilisent très rarement la voiture et sont pour mieux les comprendre, parce que le quanti, c'est formidable de la population française. Vous posez que des questions fermées, ça permet d'avoir des chiffres et un bel état des lieux de la situation, mais malgré tout, si vous voulez vraiment comprendre les Français, les enquêtes qualitatives ont ça de passionnant que la discussion est beaucoup plus ouverte et on peut parler un peu plus longtemps avec. Donc du coup, à la suite de cette typologie, on a réalisé 3 groupes, 3 focus group en fait à chaque fois, et on a choisi nos groupes, on n'a pas été tous les rencontrer, on a fait les 3 premiers, c'est-à-dire on a fait un focus group avec des électrosceptiques, un focus group avec des électroprudents, et un focus group avec des électro-enthousiastes. Pourquoi on n'a pas fait les 2 derniers ? Parce que sur les électro-allergiques, il y a finalement très peu de levier. Ils veulent pas, c'est non, c'est non et c'est non, il n'y a pas de discussion possible. Et sur les détachés du volant, j'ai envie de dire que ça leur passe un peu par-dessus la tête. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les 3 premiers, parce qu'il y avait plus d'éléments de discussion possibles. Vous voyez qu'on les a rencontrés entre le 28 novembre et le 3 décembre dernier. On a rencontré 7 électrosceptiques, 8 électroprudents et 8 électro-enthousiastes, avec des groupes où il y a un animateur et on discute en visio comme ça pendant 2h30 en soirée, ce qui permet vraiment d'apporter beaucoup de chair et d'aller plus loin dans la réflexion. Donc, ce qui sous-tend vraiment ces perceptions, c'est que sur les différents profils qu'on a pu rencontrer, c'est que c'est très relié en fait à une vision du progrès. En fait, l'adhésion ou le rejet par rapport aux véhicules électriques
eh bien, il dépend de la question clé de la confiance. La confiance en l'industrie automobile, la France a relevé des défis. Donc la confiance est extrêmement centrale et aussi avec une forme d'appétence pour les questions d'innovation. Hein. Donc vous voyez les électrosceptiques, je vous rappelle, ce sont ceux en fait qui voilà, doutent de voilà, la possibilité en fait de l'avenir aujourd'hui de la voiture électrique et ils sont extrêmement attachés en fait à leur véhicule thermique aujourd'hui. Les électroprudents, aujourd'hui, il y a trop d'inconnus à ce stade en fait pour que vraiment ils puissent faire la bascule. Et chez les électro-enthousiastes, ben, ils sont conscients en fait, voilà, de nombreux défis qui sont à relever pour voilà, faire cette révolution, mais ils pensent en fait que la révolution est en marche aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça donne? Sur nos électrosceptiques, en fait, avec qui on a discuté pendant 2 heures et demie, on voit que finalement, je vous rappelle, hein, c'est 37% de la population française, que la voiture électrique, elle va remettre en cause en quelque sorte l'ensemble de leur représentation. Ils sont extrêmement attachés à leur voiture aujourd'hui. Hein, mais ils nous disent, voilà, plus que les autres profils, pour eux, la voiture, c'est le confort. Pour eux, la voiture, c'est la liberté. Et d'ailleurs, tout ce qui est, voilà, les politiques de restriction hein, dans les villes, les fameuses ZFE, pour eux, ils ont vraiment vécu ça comme une atteinte à leur liberté, comme une atteinte à leur liberté de circuler. Et ils vivent très mal les reproches qui sont faits aujourd'hui aux véhicules à essence ou aux véhicules diesel, alors même qu'ils nous disent que l'État voilà, les a incités à y recourir pendant des décennies, particulièrement sur le diesel. Ils perçoivent toute proposition alternative à leur voiture comme quelque chose de plus contraignant, mais aussi de moins performant en fait, par rapport à leur véhicule. Et ils considèrent aujourd'hui que les constructeurs ont fait de gros efforts pour améliorer et décarboner les véhicules thermiques. Donc voilà où ils en sont. Et du coup, une fois qu'on a dit ça, bon ben forcément on imagine assez aisément la suite. En fait, ils ne voient pas dans la véhicule voilà, ils se projettent pas du tout dans le véhicule électrique. Ils en ont une perception qui va être très négative à chaque fois, qui va être fondée sur des retours d'expérience de Pierre, Paul et Jacques qu'ils ont pu rencontrer et dont ils vont retenir forcément que les mauvaises expériences. Ils sont pas convaincus par la performance écologique ni économique de l'électrique. Il conclut n'importe quelle discussion par la supériorité du thermique sur l'électrique, notamment sur les non-trajets. Et même quand il y a des points positifs, type voilà, le silence, ils vont retourner ça en disant oui, mais c'est dangereux parce qu'on ne les voit pas arriver. Donc voilà, à chaque fois, en fait, voilà, tout est négatif. Hein, et du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est des véhicules essence moins polluants ou à la limite des véhicules hybrides. Mais ce qu'ils aimeraient, en fait, c'est qu'on continue avec le thermique tout en trouvant une solution miracle pour rendre le thermique moins polluant. Donc voilà nos électrosceptiques. Ensuite, on a nos électroprudents, 25% de la population française. Aujourd'hui, voilà, on est plutôt sur un terrain favorable, mais il y a encore trop d'inconnus pour qu'ils puissent faire la bascule. Alors, ils sont conscients hein, qu'une transition est en cours. Ils voient très bien que c'est la fin d'un modèle hein, sur le thermique et qui, voilà, ils craignent pour l'avenir aujourd'hui de l'automobile. Ils constatent, voilà, de la même manière, voilà, ils déplorent notamment les ZFE qui voilà, vivent comme une atteinte à leur liberté, notamment celle de circuler. Ils accueillent positivement, voilà, c'est ça qui va aussi les différencier du groupe précédent, l'innovation actuelle sur les nouvelles motorisations, l'hybride, l'électrique, l'hydrogène, mais en même temps, ils s'inquiètent de leur impact, accidents, prix d'achat, les batteries, etc., etc. Et ils ont entendu parler des mesures d'accompagnement d'achat à la voiture électrique, mais directement, ils nous parlent d'une marche arrière de l'État, hein, dont voilà, ils sont au courant en fait des récentes tergiversation en la matière. Aujourd'hui, le terrain est favorable pour le véhicule électrique, mais ils ont besoin, ça manque de preuves pour qu'ils soient totalement rassurés. Ils ont une image positive du véhicule électrique. Voilà, parfois, même certains nous disent que c'est quelque chose d'assez élitiste, hein, mais sans que ça soit forcément une critique. Hein. Ils reconnaissent à la voiture électrique des qualités esthétiques et de confort. Hein, voilà, voilà, des voitures qui sont plus belles, plus innovantes, etc. Mais voilà, ils sont à l'heure actuelle, ils n'ont pas assez d'informations pour être convaincus de ces performances écologiques ou économiques. Hein.
Et que chez eux, en fait, il faut savoir que la voiture génère une sorte de charge mentale qui est très importante et qui va les dissuader d'acheter un véhicule électrique aujourd'hui. C'est-à-dire par rapport à la recharge, l'achat, la revente, la durabilité. Voilà, tout ça, c'est trop compliqué pour eux. Du coup, ils sont dans une posture vraiment de méfiance et de prudence par rapport aux véhicules électriques, même si il y a certains dispositifs en fait, auxquels ils sont assez sensibles, type LDD, LOA, garantie de la batterie, contrôle technique. Tout ça pourrait éventuellement les rassurer dans une perspective d'achat. Et enfin, nos électro-enthousiastes, qui représentaient 16% de la population française, eux, on voit que ce sont des optimistes. De toute façon, ce sont des gens qui ont foi en la technologie, l'innovation, le progrès. Après, vous avez vu que c'était très typé, jeunes hommes, centre-ville, CSP+. Donc, on n'est pas sur l'ensemble de la population française non plus. Et en même temps, vous voyez, c'est aussi une appétence pour l'innovation, mais qui est assez réaliste, puisqu'ils ont aussi conscience qu'une transition vers l'électrique, on a besoin de temps et de moyens pour que cette transition soit tout à fait optimale. Donc il faut ils ont foi, ils ont ce niveau de confiance qui leur permet de se dire, c'est normal, ça tâtonne, ça prend du temps. Ils apprécient beaucoup les voitures électriques, même s'ils en mesurent aujourd'hui les limites. Ils ont une image très positive des voitures électriques. Certains en ont acheté dans un contexte un peu d'opportunité. Ils en ont acheté une dans un contexte de, grâce à du leasing social, une prime accordée par l'entreprise, un rachat à des proches. Donc, on en avait quelques-uns, en fait 3 me semble-t-il, qui avaient un véhicule électrique. Ils mesurent l'évolution parcourue depuis les premières générations de batterie, même si on n'est pas encore d'après eux tout à fait à la hauteur. Et ils ont bien conscience des limites de l'électrique, ce qui les amène souvent à opter pour de l'hybride ou avoir un véhicule thermique en plus de leur véhicule électrique. Donc voilà ce que nous ont dit en fait les 3, ce qu'on a pu récolter en fait dans nos focus group, à l'issue de la typologie. Cela étant, aujourd'hui, quand on fait les comptes, il semblerait que l'hybride apparaissent clairement comme la réponse la plus rassurante et la plus crédible sur l'ensemble des 3 groupes qu'on a pu réaliser. Parce que, contrairement à l'électrique, d'après eux, l'hybride, il va répondre aux enjeux climatiques en réduisant le besoin d'énergie fossile, aux enjeux économiques en baissant le budget carburant, à l'attente de confort et de qualité de conduite, aux incertitudes du marché en proposant 2 sources d'énergie qui vont être complémentaires. Ça les rassure parce que c'est une forme de transition douce par rapport au thermique. Et puis, ils se disent que c'est un véhicule qui s'adapte à mes besoins, à mes trajets et non l'inverse. Parce que ça, c'est vrai qu'avec l'électrique, ils ont parfois le sentiment que c'est eux qui doivent s'adapter aux contraintes de l'électrique. Donc voilà pour conclure en fait l'ensemble des enseignements qui vont ressortir de ce dispositif d'enquête qui était très intéressant et très ambitieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'achat d'un véhicule électrique aujourd'hui, il implique en fait, c'est bien plus qu'un changement de véhicule. Et très clairement, c'est un changement complet de logiciel qui implique de reconsidérer l'ensemble des questions qu'on se pose sur l'automobile, son usage, son entretien, sa durée de vie, la durée de vie de son véhicule. Ce n'est pas juste un changement de voiture, c'est un changement complet de logiciel. Et c'est également une vision du monde, comme je vous l'ai dit, dans laquelle la confiance est centrale, dans laquelle il faut avoir confiance dans le progrès, et c'est-à-dire et accepter par ailleurs que le développement d'une nouvelle technologie fasse apparaître des phases de tâtonnement. Merci Julie Gaillot, on peut vous applaudir. Allez vous installer. Il y a énormément de choses évidemment à commenter. Je ne sais pas si on aura le temps de tout évoquer. Je vais demander à mes participants de nous rejoindre. Je veux préciser simplement pour le profil de chacun d'eux, Gilles Leborgne, ingénieur en chef de Renault et PSA, on peut dire ça. Ancien, bien sûr. Voilà, pas en même temps. Justement, oui, vous venez tout juste d'arrêter vos activités opérationnelles chez Renault. Vous êtes l'ancien patron recherche et développement et vous êtes toujours le conseiller de Luca de Meo, il faut le préciser. Vous savez tout des aspects techniques et écologiques de l'électrique. Flavien Neuvy est avec nous, directeur de l'Observatoire CTLM, alors, qui s'intéresse aux modes de consommation sur l'automobile en particulier, sur les mobilités également. Vous êtes aussi maire de cette commune du Puy-de-Dôme, 9000 habitants, près de Clermont-Ferrand. La mobilité
en milieu rural et périurbain, vous connaissez par cœur. Vous allez donc pouvoir nous en parler. On va reprendre les grands thèmes évoqués à l'instant. Alors, moi, j'ai choisi de reprendre évidemment les 3 premiers groupes de votre typologie, qui était tout à fait remarquable et intéressante. Je vais peut-être vous demander d'abord un premier commentaire, Gilles Le Borgne. Est-ce que vous avez constaté à travers cette étude ce que vous constatez autour de vous dans votre métier chaque jour? Le point, moi, donc l'étude est super intéressante. On voit qu'il y a du chemin à faire. Donc il va falloir convaincre les électrosceptiques et une grande partie de la deuxième catégorie, c'est les électroprudents. Ça fait 62% d'attentistes. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on arrive à les convaincre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on n'est vraiment pas bon. Parce que beaucoup de freins, notamment, est-ce que le véhicule électrique est une bonne solution pour l'environnement? La réponse est oui, 3 fois oui. On a fait des tas de travaux au sein de la plateforme automobile sur lequel on pourra revenir parce que j'ai repris les chiffres avec moi qui montrent que sur l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, le véhicule électrique est la meilleure solution. Et donc, bien sûr, les hybrides, c'est un peu in between, mais un hybride, full hybride, c'est dans les meilleurs cas 100 grammes de CO2 au kilomètre. On veut plutôt 0, et là, c'est plutôt en usage. Donc, de toute façon, il faudra passer par l'électrique. Il n'y a pas de doute. Deuxième, ce que moi je considère comme un fantasme, c'est la durabilité des batteries. J'ai toujours la question. En fait, il y a 420 ou 405, il y a des anciens de Renault qui sont là, je crois qu'il y a entre 420 et 450 000 Zoé. Donc Renault était pionnier, hein, elle a lancé la voiture en 2013. Et donc on a 450 000 Zoé, on a eu 450 000 Zoé dans la rue, et aujourd'hui on n'a pas de problème. C'était 80% de maintien de la capacité batterie jusqu'à 160 000 km. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les possesseurs de Zoé n'ont pas de problème. Et les nouvelles générations de batteries améliorent la situation. Donc là encore, je dis qu'on n'est pas bon, parce que ça, c'est des données que l'on a et qu'il faut faire passer au grand public. Quand vous dites on n'est pas bon, ce sont les constructeurs, ce sont les journalistes, les journalistes, j'en connais beaucoup oui, ici, oui. là. On va les entendre tout à l'heure. Sur lequel j'ai essayé de faire de la pédagogie depuis 10 ou 15 ans. Bon, ceci étant, il y a 15 ans, on n'avait pas les reculs sur ce que je viens de dire sur la Zoé. Mais aujourd'hui, la durabilité des batteries n'est pas un problème. L'efficacité CO2 des batteries électriques véhicules, des BEV, est une réalité si on prend la totalité de ce qu'on appelle en anglais le cradle to grave, c'est-à-dire les analyses de cycle de vie sur la totalité du cycle. Et on a fait tout un travail pour le démontrer à la plateforme automobile, en liaison avec les Allemands. Il n'y a pas de débat, c'est la bonne solution. Puis après, on pourrait discuter. Après, il y a tout un travail sur les prix. Et là, on est au début, hein, donc les choses avancent. Une petite parenthèse sur les pneumatiques, parce que c'est évoqué par l'un de ces groupes. Les pneus, ça part très vite avec l'électrique. Non. Là encore, c'est un... un pneu se dimensionne à ce qu'on appelle... Alors, je fais un peu de technique, tiens. Un pneu se dimensionne à ce qu'on appelle un taux de charge. Bon, on prend un taux de charge de pneu et en fait, on adapte évidemment les dimensions du pneumatique à la masse portée. Donc évidemment, après, on peut avoir des problèmes de motricité éventuellement qui peuvent apparaître, mais en moyenne, le pneumatique, son dimensionnement, est adapté à la masse du véhicule électrique. Donc il n'y a pas de raison d'avoir une usure beaucoup plus rapide. Évidemment, il faut conduire, parce que vous avez une disponibilité de couple assez immédiate, donc il faut conduire pas comme Fangio, quoi. Flavien Neuvy, votre ressenti sur tout ce qu'on vient d'entendre? Il y a beaucoup de choses. Oui, bonjour à toutes et tous. Le nombre de personnes qui sont dubitatives vis-à-vis de la voiture électrique a plutôt eu tendance à augmenter. Comment on l'explique? Je pense qu'il y a peut-être 2 éléments. Le premier élément, il est lié au fait qu'on parle plus de la voiture électrique et que autour de la voiture électrique, comme les ventes ont beaucoup progressé quand même, parce qu'on est passé de 2 à 17% en très peu de temps, ben forcément, les gens en parlent entre eux, et parmi les gens qui ont des voitures électriques, il y en a qui en sont très contents et qui ont plutôt eu tendance à faire un bon bouche à oreille, je veux dire comme ça, puis il y en a d'autres qui étaient un peu moins contents. Et donc du coup, voilà, il y a une petite musique de fond qui a évolué autour de la voiture électrique. Et puis, c'est quand même passé quelque chose
qui, à mon avis, a beaucoup fait augmenter le nombre d'électro-sceptiques, on va le dire comme ça, ou prudents, c'est l'augmentation des prix de l'électricité. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que Donc du prix de la recharge, hein, on est bien d'accord. la promesse initiale qui était de dire oui, vous inquiétez pas, vous allez payer votre voiture électrique beaucoup plus cher à l'achat, mais à l'usage, finalement, vous allez pouvoir amortir ce surcoût à l'achat. Ben, cette promesse-là, elle a été un peu fragilisée par l'augmentation des prix de l'électricité. Ce qui fait que parmi celles et ceux qui envisageaient d'acheter une voiture électrique, il y en a quand même un certain nombre qui se sont dit il est urgent d'attendre pour y voir plus clair, parce que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Alors là, on est plutôt dans un cycle de baisse, donc ça va peut-être changer. Mais en tout cas, ça explique au moins en partie pourquoi finalement on a l'image de la voiture électrique qui a un peu évolué au cours de ces dernières années. C'est ce qu'on vous dit dans votre département du Puy-de-Dôme, parce qu'on parle tout le temps des villes ou même des banlieues autour des villes, mais ces bazars, je le disais tout à l'heure, c'est à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand. Et vous me disiez en préparant ce rendez-vous, j'en vois peu. On en voit assez peu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. On a vu des Zoé par exemple, on a quelques automobilistes qui ont la voiture électrique. Je pense qu'en zone périurbaine et rurale, l'image de la voiture, enfin, ce que les gens me disent, c'est assez brutal quand même. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Très vite, la concurrence chinoise arrive. Alors moi, je suis dans une région où on a une manufacture assez connue. Et donc la sensibilité à l'industrie automobile française, les emplois que ça génère sur un territoire, je pense qu'en fonction du lieu d'habitation et du nombre d'usines présentes sur un territoire, la sensibilité à ce sujet patriotique, je veux le dire comme ça pour être un peu simple et caricatural, elle n'est pas la même sur tout le territoire national. Mais évidemment, à Clermont-Ferrand, vous imaginez bien que ce sujet de l'impact que ça peut avoir sur l'emploi industriel en France est un sujet très, très présent. Donc on parle beaucoup de la concurrence chinoise. On parle beaucoup des prix de l'électricité et beaucoup préfèrent attendre aujourd'hui plutôt que de se lancer dans l'achat d'une voiture électrique qui représente quand même un investissement financier très lourd pour beaucoup de ménages. Parce que, on le voit d'ailleurs dans la structure des ventes, on voit bien que celles et ceux qui achètent une voiture électrique aujourd'hui, on est plutôt sur les premiers déciles de revenus. Les classes moyennes, et a fortiori les classes populaires, n'achètent pas de voiture électrique, sauf quand il y a un leasing social. Gilles Le Borgne, parmi les arguments des électro-enthousiastes, électro-prudents, etc., chez les électro-enthousiastes, on nous dit que la voiture électrique nécessite du temps pour se perfectionner. Même chez les électro-enthousiastes, on se dit qu'il y a un problème de calendrier. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai? Et ensuite, combien de temps faudra-t-il attendre? Combien de temps Techniquement, évidemment. Combien de temps? Il n'y a pas de fin au progrès. Donc de toute façon, si vous reprenez, je sais pas, moi, les évolutions des moteurs, j'ai fait 38 ans d'automobile, les moteurs essence, quand j'ai démarré, et ils étaient à 32% de rendement. Aujourd'hui, ils sont à 42, 43% de rendement. Donc, il n'y a pas de... faut bien voir, l'électrique, c'est relativement nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, les derniers produits qu'on a dans la rue sont crédibles? Bon, moi, j'ai roulé à peu près tout. La réponse est oui. Est-ce que vis-à-vis d'un usager long trajet, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, où c'est vrai que quand on fait un voyage en long trajet en véhicule électrique, il faut le préparer. Et donc la charge mentale est beaucoup plus élevée que si on le fait avec un hybride thermique. Par contre, et je crois qu'il faut être clair, il n'y a pas de débat sur les petits véhicules à usage urbain. Et pour moi, il n'y a vraiment aucun débat. C'est-à-dire le petit véhicule 300, 350, 400 km d'autonomie, qu'on peut recharger au travail, qu'on peut recharger chez soi, qui ne pollue absolument pas dans les centres-villes, pour moi, il a gagné. Donc, ça, c'est évident. Et d'ailleurs, les taux de ce qu'on voit pour les gens qui achètent les voitures, on a des taux de fidélité derrière qui sont plutôt pas mauvais. Est-ce qu'on a toujours le même problème avec les copropriétés et les installations de systèmes de recharge? On n'avance pas beaucoup, là. Le droit à la prise, il date de quoi, 15 ans maintenant, 12 ans, 13 ans? Quelqu'un peut m'aider là? Le droit à la prise, c'était... bon, mais en fait, la réalité, c'est que c'était très compliqué dans les anciens condominiums d'avoir accès. Alors maintenant, ça se développe, ça s'améliore, mais ça reste toujours... ça peut rester une difficulté. Il y a de plus en plus quand même de prises au travail, ce qui est... c'est quelque chose qui se développe... de manière importante. Et pour revenir au calendrier, à ce qui nous attend dans les mois et les années qui viennent, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, et là je m'adresse à l'ingénieur, qu'un jour,
on arrêtera de dire que il fait froid, donc ma batterie va se vider 2 fois plus vite. Non. Il pleut, donc je mets les phares, Non. donc. Aujourd'hui, quand vous prenez 1 litre de batterie de meilleur niveau, c'est de l'ordre de 700 Wh par litre. Wattheures par litre, kilowattheure de l'autre côté. Alors après, il faut multiplier par les rendements, je ne vais pas rentrer. Mais donc, il y a une difficulté intrinsèque de stockage d'énergie. Premier point. Deuxième point, là aussi, la physique fait que les mobilités ioniques varient beaucoup avec la température. Et donc, quand il fait très froid, comme aujourd'hui, vous avez une autonomie qui est plus faible. Ça ne changera jamais, ça? Non. En premier ordre, alors bon, je veux dire, quand on est scientifique, dire jamais, faut toujours se méfier. Hein. Donc moi mais c'est quand même des bases scientifiques. Donc ça, en tout cas, il y aura une dégradation par rapport à des températures normales. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Je veux dire, simplement, il faut se préparer. Et là, on revient aux électrosceptiques avec les problèmes de charge mentale. Alors ces fameux électrosceptiques, Flavien Neuvy, est-ce qu'il n'y a pas le côté aussi, c'était mieux avant? On parlait, et c'était évoqué dans l'étude CSA, d'une vraie fracture politique, enfin sociologique, c'est-à-dire que cette posture conservatrice, elle ne concerne pas que la voiture. Oui, elle ne concerne pas que la voiture. Après, il faut quand même mettre en perspective de tout ça des politiques publiques qui sont hautement instables, qui ne font qu'ajouter le doute dans l'esprit de ceux qui sont déjà un peu sceptiques au départ. Enfin, je rappelle juste, pardon, mais c'est plus fort que moi. Je rappelle quand même que jusqu'en 2011, le bonus écologique qui avait été installé à l'issue du Grenelle de l'environnement, je parle sous le contrôle de Luc Châtel évidemment, avait incité les ménages français à acheter des véhicules qui émettent moins de CO2 et donc des petits diesels. Donc à chaque fois qu'un Français achetait un petit véhicule diesel, il avait un bonus écologique. D'accord ? Ces véhicules qu'aujourd'hui on interdit, critère 3, dans certaines métropoles. Et forcément, ça génère beaucoup de doutes sur la durabilité des politiques publiques. Il y a moins de 15 ans, on nous dit acheter du diesel, c'est bon pour la planète. Ceci, en même temps, on dit aux industriels, investissez dans le diesel, hein, c'est vraiment l'avenir. Et quelques années après, on dit non, on s'est complètement trompé. Alors là, vraiment, le diesel, on va tout arrêter, on va passer à l'électrique. Et donc, on l'a vu d'ailleurs dans le C'est pas réaliste, hein, il y a beaucoup de gens qui nous disent, non, mais de toute façon, cette règle d'interdire les voitures thermiques, ça ne tiendra pas. Les gens reviendront dessus. Ils se trompent certainement. Je ne porte pas de jugement sur la pérennité, la durabilité de cette règle. Mais en tout état de cause, voilà, les automobilistes sont dans le brouillard d'un point de vue technologique et aussi d'un point de vue réglementaire. Et quand on est dans le brouillard et qu'on est automobiliste, si le brouillard est épais, en général, on ralentit. C'est plus prudent. Et quand on ralentit, ça veut dire qu'on achète moins de voitures. Et que si on achète une voiture, on va plutôt se tourner vers le marché de l'occasion parce que c'est moins cher et que c'est certainement un peu moins risqué. Et donc, on est dans cette situation-là. Donc, aujourd'hui, effectivement, les politiques publiques françaises, mais aussi européennes, je pense, ont joué un rôle important dans la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'installation des ZFE dans quelques villes, hein, pas partout, loin de là, nourrit ce scepticisme? Ça nourrit plutôt de la colère ou de l'incompréhension parce que c'est le sentiment que ce sont les ménages qui sont les plus économiquement les plus faibles qui sont ciblés en premier. Et d'ailleurs, nous, on a fait une cartographie alors sur la ZFE de Marseille, on l'a fait aussi à Toulouse, on l'a fait à Lyon et on va le faire sur l'Île-de-France où on fait une cartographie. Bon, c'est assez simple. On croise les revenus des ménages avec le fichier SIV, on regarde où sont les véhicules les plus anciens et sans surprise, les véhicules les plus anciens sont possédés par les ménages qui habitent dans les quartiers les plus défavorisés où globalement l'offre de transport en commun n'est pas la plus performante. Donc forcément, ça génère quoi? Ça génère de l'incompréhension et parfois même de la colère. Et on revient aussi au sujet de la voiture. La voiture a une dimension utilitariste très forte. On a besoin tous les jours pour beaucoup de ménages qui sont dans des zones périurbaines et rurales, mais ça génère aussi de la colère sociale parce que c'est vécu comme étant une décision injuste. Si vous avez les moyens de vous payer une voiture à 50 000 € électrique, vous êtes les bienvenus dans nos centres-villes. Par contre, avec votre vieux Scénic diesel, Scénic ou notre voiture, je ne suis évidemment pas Renault, de 2011, non. Moi d'ailleurs, une petite anecdote, hein, sur la métropole de Clermont, puisque je suis aussi à la métropole de Clermont, on est concerné par la mise en place des ZFE, on y allait très doucement, hein, très très doucement. On a fait le minimum que nous imposait la loi. Moi j'ai été interpellé par une maman solo, au marché le dimanche matin, je me suis fait engueuler, hein, évidemment. Elle m'a dit, mais attendez, j'ai pas bien compris, monsieur le maire, moi je suis une maman solo, donc j'habite à 20 km là, de Clermont, je travaille dans le centre de Clermont, j'ai un Scénic diesel,
le matin, je dépose mes enfants à l'école, etc. Donc, ce qui voudra dire que quand ce sera interdit, il faudra que je laisse ma voiture à l'entrée de la ville, que je prenne le bus, etc. Et c'est Mais pas vous pour rendez ça que compte j'achèterai une voiture électrique. Ah ben, elle n'a pas les moyens. Mais c'est même pas une voiture électrique. Elle n'a même pas les moyens de changer de voiture tout court, en fait. Maman solo, enfin voilà, c'est pas possible. Donc oui, c'est de la colère qui est générée avec ça. Gilles Leborgne, on voit qu'il y a beaucoup de scepticisme, évidemment, qu'il faut rassurer les consommateurs. Est-ce que vous trouvez que la presse, en général, la presse spécialisée, il y a des représentants ici, la presse généraliste, les radios, les télévisions, les chaînes YouTube qui sont innombrables sur la voiture électrique, est-ce qu'on fait le boulot? Est-ce qu'on fait la pédagogie ou est-ce qu'on l'a fait mal? Bon, il n'y a que le résultat qui compte, hein. Moi, je suis assez... Donc, on va dire qu'il y a une marge de progrès. Non, mais il n'y a que le résultat qui compte, en fait. Alors, l'année 25 va être clé, hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Oui. Et que ce soit chez les Français, enfin, Stellantis, Renault, chez tout l'ensemble des concurrents, y compris chinois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de produits. Donc, l'année 25 va être clé, puisqu'en fait, je vous rappelle que pour faire le café 25, il faudra faire environ 22% de part de marché électrique. Et comme on l'a dit, on est autour de 17 aujourd'hui. Donc, en tous les cas, il faut, et j'aimerais vous donner ces chiffres parce que c'est important. On a fait une étude, donc Life Cycle Analysis à la PFA. C'est l'ensemble des secteurs de recherche de tous les membres de la PFA. L'unité fonctionnelle, c'est une voiture du segment C, 60 kWh de batterie, 225 000 km d'usage. On a pris les consommations électriques réelles, donc on a pris tous les aspects de froid et d'usage, et on a pris une électricité qui est une électricité moyenne européenne. Quand on compare voiture essence, on est sur cette unité fonctionnelle que je viens de décrire, à 225 000 km de durée de vie, on est à 50 tonnes d'équivalent CO2 émis, 50 tonnes. Quand on regarde une voiture électrique, donc toute la chaîne, hein, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage, on est à 17 tonnes. Donc on a un rapport 3 en faveur du véhicule électrique en prenant la totalité du cycle de vie. Si maintenant on précise un petit peu et qu'on se met en France, avec notre électricité décarbonée, ce rapport passe à 4. C'est-à-dire le véhicule, sur toute sa durée de vie, le véhicule électrique est 4 fois plus favorable qu'un véhicule essence, je dirais, classique. Donc c'est une bonne solution. Alors je ne dis pas que c'est la solution, il faut aussi, c'est de la place aux plug-in hybrides, il faut aux hybrides, etc. Et donc là, c'est la vitesse du marché qui doit piloter, mais c'est une bonne solution de décarbonation. Et il reste la question des prix. Est-ce que 2025, on nous dit beaucoup, ça va être l'année de la baisse des prix, ou en tout cas de l'arrêt des hausses? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que tous les constructeurs y travaillent d'arrache-pied. Bon, on vient d'avoir là, le titre de voiture de l'année avec la R5. Cette année, on va lancer la version à moins de 25 000 euros. On l'avait promis, elle va arriver. Elle est à 300 km d'autonomie. Bon, je voudrais, pour quelqu'un qui fait du commuting, enfin de l'usage normal, c'est suffisant. Et on continue. On a des plans chez l'ensemble des constructeurs. J'en ai parlé sur les moteurs, sur l'électronique de puissance, sur les batteries. On va continuer à baisser les prix de manière importante. Ça reste intrinsèquement quand même une technologie qui n'est pas donnée parce que je vais faire des batteries, extraire les minerais, toute la chaîne de valeur que je ne vais pas décrire, c'est quand même quelque chose d'assez cher. Mais puisque vous en parlez, du berceau à la tombe, pour reprendre la fameuse formule de fabrication du véhicule électrique, vous dites, vous l'ingénieur, ça reste extrêmement positif. Oui, pour l'électrique. Je le répète, c'est un facteur 3. C'est pas ce qu'on entend, c'est pas ce qui... C'est un facteur 3 quand on prend l'électricité européenne, la moyenne européenne, et c'est les dates d'aujourd'hui. On a fait des tas d'études entre maintenant et puis 2035 de mémoire, si ma mémoire est bonne. Et quand vous prenez une électricité française, qui est beaucoup plus décarbonée, hein, vous êtes à un facteur 4
sur toute la durée de vie de la voiture. Donc c'est une bonne solution. Et donc ça, il faut le dire, le rabâcher. Et, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres freins, mais c'est une bonne solution. Flavien Neuvy, on vous parle du prix, je suppose, sans arrêt. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, je pense qu'effectivement, les affaires sont difficiles. Elles sont très difficiles. Et quand les affaires sont difficiles, en général, effectivement, il y a des voitures, il y a des usines, il y a des stocks, il faut les écouler. Donc, on peut imaginer, on peut penser qu'effectivement, la période de forte hausse des prix qu'on a connue ces dernières années est plutôt derrière nous et qu'il va y avoir une compétition qui va s'engager pour essayer, effectivement, d'atteindre les 20-22% de volume en électrique, parce que sinon ça coûtera encore peut-être plus cher aux constructeurs de ne pas les atteindre. Donc on peut penser effectivement qu'il y aura un peu de tension sur les prix. Je voudrais quand même rajouter un point sur la technologie électrique qui effectivement d'un point de vue environnemental, en termes de bilan carbone, est plus performante. En termes de qualité de l'air dans les villes, là il n'y a pas photo du tout, hein, très clairement. Mais c'est quand même compliqué pour les constructeurs. Et je ne sais pas si financièrement, là je pose simplement la question, si les constructeurs auront les moyens d'être présents partout dans le monde avec toutes les technologies, avec toutes les motorisations, parce qu'encore une fois, les montants à investir pour continuer à être compétitifs à la fois sur le thermique, parce qu'il y a des constructeurs qui vont continuer à investir dans le thermique, hein, oui. Et sur l'électrique, je ne sais pas si économiquement c'est possible. La conclusion de l'étude CSA, Gilles Le Borgne, c'est vive l'hybride, hein, on peut dire ça. Vive l'hybride. Donc c'est un entre-deux qui a tendance à rassurer les Français dans un contexte de forte incertitude. Et dans la foulée, le patron de Stellantis pour l'Europe a annoncé hier ou avant-hier que le groupe allait multiplier les versions hybrides en 2025. Est-ce que c'est une bonne solution? Ça ne va pas nous aider pour passer le cap réglementaire de 2035, hein. Alors, hybride, il y a hybride et hybride. C'est-à-dire que vous avez du micro-hybride, vous avez du full hybride et vous avez du plug-in hybride. Alors, et là aussi, c'est pas du tout évident. Souvent, les gens sont un peu perdus. La manière dont je le décris, moi, c'est assez simple. Ça dépend de la quantité d'énergie électrique que vous avez à bord. Clairement, maintenant, si on regarde le problème du point de vue du CO2, aujourd'hui, votre étude est pertinente, mais en fait le marché le dit, puisque l'hybride explose. Aujourd'hui dans le marché, ça marche extrêmement fort. Même l'hybride rechargeable repart un peu. Alors l'hybride rechargeable doit être à 6-7, oui. 6-7. Il oscille un petit peu, il est remonté. Donc et là aussi, pardon de vous couper, il y a un problème d'information, puisque la plupart des utilisateurs ne rechargent pas. Non, mal. Enfin, la plupart donc c'est bien qu'on ne l'aura pas expliqué. Ouais, enfin, je l'interpréterai différemment. Le plug-in hybride, malheureusement, est un peu morné à cause des incitations des flottes. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une carte totale et qu'on vous donne un plug-in hybride, vous n'êtes pas incentivé à faire de la recharge. Or, c'est une excellente solution. C'est une excellente solution. Parce que vous pouvez faire du commuting. Maintenant, la plupart des voitures ont de l'ordre d'une vingtaine de kilowattheures de batterie et donc peuvent faire entre 80 et 100 km d'autonomie électrique. Regardez la dernière 3008, la Rafale de Renault. Vous pouvez faire 80 km, donc qui est largement suffisant, souvent pour la plupart des gens, pour faire du commuting. Et ensuite, vous avez l'ensemble de l'autonomie d'un moteur thermique. Donc l'hybride, c'est une bonne solution, mais il ne faut pas se cacher derrière. La majorité des hybrides sont ce qu'on appelle des full hybrides. Vous avez une petite énergie à bord, entre, on va dire, 1 et 2 kWh pour faire simple. Et là, vous êtes à des niveaux de l'ordre de 100 à 120 grammes de CO2 au kilomètre en termes d'usage. Là où le véhicule électrique est à 0. Donc quand on continue à baisser, je répète, en 2030, pour passer les normes CAFE, il faudra 50% de BEV. 50%. C'est infaisable. Et en tout cas, et je reviens au commentaire qui a été fait, vu d'un industriel, aujourd'hui, nous, il faut qu'on garde les jeux ouverts, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, parce qu'on a toutes les technologies qui sont offertes à nos clients. Mais aujourd'hui, l'hybride, par rapport à la trajectoire qu'a fait, ne suffira pas. Un mot du marché de l'occasion, Gilles Le Borgne, est-ce qu'il décolle? On a vu un sujet sur TF1, ce qui est toujours un signe quand même, sur ce thème. Ça décolle il y a une semaine ou deux. Occasion électrique, hein, bien sûr. Je ne sais pas répondre à... Bon, moi, je fais les voitures. C'est vrai que je n'ai pas la vision du marché occasion véhicule électrique.
je ne peux pas répondre. Mhm. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut en parler. Christian, On l'évoquera peut-être dans un instant Ouais. avec les questions. Quelle est la première mesure à prendre, selon vous, pour relancer cette machine ? La stabilité, et on l'appelle de nos voeux depuis longtemps, la stabilité de la politique publique dans le domaine. Les voitures sont là. Certes, et je l'ai dit, il y a un peu encore de communication sur l'efficacité de la solution voiture électrique. Par contre, c'est vrai qu'on est ballotté, bon, il n'y a pas que là, hein, mais on est ballotté à huée et à dia sur les aides, la politique publique autour de ces voitures. Enfin, vous avez vu en décembre 2023, quand le gouvernement allemand a arrêté, instantanément, le marché des véhicules électriques a diminué très fortement. Et souvent, ça peut être de l'ordre de 1000, 2000 euros qui vont faire basculer dans un sens ou dans l'autre. Donc on a besoin vraiment d'une stabilité de la politique publique dans le domaine. Et on n'a pas eu d'effet d'annonce hier après-midi au discours de politique générale du Premier ministre, hein, sur ce thème en tout cas. Flavien, première mesure à prendre ? Non, je l'ai dit tout à l'heure, l'instabilité des politiques publiques est hautement Oui, néfaste vous dites pour la l'ensemble même de la chose, en filière. fait, hein, oui. Je suis complètement d'accord avec ça. Après, la difficulté quand même, c'est que pour les aides à l'achat d'une voiture électrique, la difficulté, c'est l'état des finances publiques, qui effectivement, quand on a 2% des ventes en électrique, mettre des bonus de 7 000 euros par voiture électrique, c'est pas tellement problématique. Mais quand on est à 17 ou 20%, évidemment, on voit bien que c'est plus du tout les mêmes sommes qui sont en jeu. Donc on a cette difficulté-là. Et ce que l'on voit, et l'Allemagne nous le montre, nous l'a montré, mais ce n'était pas une surprise, c'était anticipé, c'est que quand les aides baissent, ou a fortiori quand elles s'arrêtent, ça a un impact direct sur le marché, puisque le prix des voitures électriques est un problème majeur. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas pour beaucoup de ménages, c'est un problème majeur. Donc la vraie question, effectivement, c'est de savoir quelle sera la pérennité de ces aides, étant entendu quand même que là aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas, mais c'est que toutes les taxes qui sont sur les carburants aujourd'hui et qui rapportent quand même quelques dizaines de milliards d'euros par an au budget de l'État, mais pas seulement d'ailleurs, au budget compte public, on va le dire comme ça, le jour où on aura 50% de volume en électrique, la consommation de produits pétroliers, et c'est l'objectif, va baisser significativement. Il faudra bien remplacer ces taxes d'une façon ou d'une autre. Et ça, les automobilistes le savent aussi, hein, ils y pensent, ils l'anticipent. Ça rejoint la question des prix de l'électricité. Il faut aussi un peu de stabilité peut-être de ce point de vue-là pour rassurer les gens. On va enchaîner avec les questions dans la salle. Merci à vous deux et à vous trois plus exactement, puisque l'étude était particulièrement intéressante. Qui est-ce qui veut prendre la parole en haut? Juste, allez-y. Parlez très fort si vous n'avez pas de micro. Non, vous allez l'avoir. Bonjour, Alain Gabriel Verdevoix, Challenge. Gilles Lebanc, vous avez dit et à juste titre, les voitures électriques, c'était une excellente solution pour des voitures urbaines. Le problème, c'est que dans les villes, les municipalités veulent chasser les voitures, qu'elles soient électriques ou pas. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de faire des voitures idéales pour des usages qui vont, en grande partie, se restreindre, tout simplement? Je pense que la question s'adresse, c'est une question vraiment très politique. Flavien. T'es sûr que tu parles pas aussi de Paris là plutôt, non? Bon, une chose est sûre, une voiture électrique, il n'y a pas de pollution locale. Bon, donc par rapport aux tonnes que j'indiquais tout à l'heure, localement, donc c'est quand même la solution intra-urbaine par excellence. Après, les politiques peuvent varier. Est-ce qu'on veut enlever toutes les voitures? Pour moi, c'est un autre débat. Mais c'est une vraie difficulté. Regarde tous les artisans qui rentrent dans Paris tous les jours. Je ne vois pas comment... alors, on y travaille. Hein. On va proposer des produits du dernier kilomètre en électrique, etc. Mais les choses... je ne pense pas qu'on puisse complètement arrêter les voitures dans les centres-villes. Autre question? Oui, au premier rang, tout premier rang. Oui, merci. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une précision. Donc, Claude Renard, je suis coordonnateur au déploiement des bornes pour véhicules électriques et également coordonnateur au déploiement des ZFE au ministère de Transition écologique. Donc, j'ai les deux casquettes. Et j'aurais justement ne pas mettre d'ambiguïté sur ces deux sujets.
qui sont complètement différents. Et autant, vous avez tout à fait raison de préciser, par exemple, qu'il n'y a pas du tout d'ambiguïté sur la nécessité d'électrifier les transports pour les enjeux climatiques. J'ai envie de dire, il n'y a pas non plus du tout d'ambiguïté à restreindre la circulation des véhicules les plus polluants pour la qualité de l'air et pour les problématiques de santé publique dans les grandes villes. Et ça, c'est un point fondamental. Donc moi, j'aimerais bien qu'à chaque fois qu'on parle de ZFE, on parle de santé publique et non pas de volonté d'électrification des véhicules. À chaque fois qu'on parle de ZFE, on évite de dire qu'on oblige nos concitoyens à acheter des véhicules à 30 000 euros ou 40 000 euros, voire plus. C'est faux. Aujourd'hui, et c'est là surtout la précision que je voudrais ajouter, les véhicules diesel de 2011 sont critère 2. C'est juste la frontière, 2010-2011. Les véhicules essence de 2007 sont critère 2. À titre d'information, une Clio de 2007 essence, c'est 3 000 euros. Une Clio diesel de 2011, diesel, c'est aujourd'hui, ça cote 5 000 euros maximum. Donc qu'on arrête, à chaque fois qu'on parle de ZFE, qu'on oblige les gens à acheter des véhicules à 30 000 euros, c'est tout simplement faux. Flavien. Alors, effectivement, il n'y a pas besoin forcément d'acheter une voiture à 30 000 euros pour être éligible sur les ZFE. Deux choses quand même. La première chose, c'est que les chiffres du ministère de la Transition écologique sur la qualité de l'air sont... il faut continuer le travail. Mais sur ces 20 dernières années, l'amélioration de la qualité de l'air en France est spectaculaire sur toutes les émissions. Particules fines, ozone, benzène, tout ce que vous voulez. Sur les particules fines, de mémoire, moins 50 et moins 60 en fonction de la taille des particules fines. Donc ça va mieux, ça ne veut pas dire que tout va bien, notamment dans les endroits où il y a beaucoup de circulation, autour du périphérique parisien, par exemple, la qualité de l'air est clairement un problème de santé publique, et c'est un problème de santé publique. Sur le prix des voitures, moi je vais juste vous raconter une anecdote quand même. C'est-à-dire que moi je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas besoin de mettre 30 000 euros, mais il se trouve que je discutais il n'y a pas longtemps avec un garagiste indépendant qui est juste à côté de chez moi. Alors à côté de chez moi, à Sébaza, j'ai un garagiste indépendant et juste à côté, il y a le centre de contrôle technique. Et donc ce garagiste me disait, j'en parlais de ça justement, des vieux véhicules, etc., qui doivent passer le contrôle. Il me dit, moi aujourd'hui j'ai des clients qui, avant d'aller faire leur contrôle technique, viennent me voir et me supplient de faire en sorte que le contrôle technique passe, parce que s'ils ne passent pas le contrôle technique, ils n'ont pas les moyens de changer de voiture. Mais ce n'est même pas une question de mettre 3 000 euros. 3 000 euros, c'est impossible. Donc on a des ménages qui sont dans une précarité financière terrible, et que ce sont ces ménages-là qui sont inquiets et donc en colère de la mise en place de zones à faible émission qui, d'un point de vue intellectuel et environnemental et de santé publique, sont indiscutables, sauf que ça vient se confronter à une réalité économique qui, pour beaucoup de ménages, est dramatique. Enfin, je veux dire, il faut quand même l'avoir en tête. Et on ne peut pas l'écarter d'un revers de la main, ça. On ne peut pas dire, non, mais attendez, ce que vous dites, ça n'a pas d'importance. Oui, d'accord. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas les moyens de mettre 3 000 euros sur la table pour acheter une critère 2. Ça n'est pas possible économiquement, c'est tout. Il faut juste l'entendre. C'est la réalité de beaucoup de Français, peut-être même des millions. On n'a pas parlé du leasing social, c'était une bonne chose. On a fait le plein très vite. Et puis, finalement, le budget de l'État n'a pas suffi à prolonger l'opération. On va dire que c'est un succès de vente. De vente, oui. D'accord. J'aime votre sobriété. Qui veut intervenir ? Allez-y. Oui, bonjour, Jean-Luc Brossard, donc président du CCFA et président de 3A Data. Dans nos données, en fait, on sait très bien que sur le marché des voitures électriques, en fait, 65% des acheteurs sont des ménages aujourd'hui, et qu'il n'y a que 11% des véhicules de flotte, en fait, qui sont réellement décarbonés et qui sont électriques ou autres. Donc, on voit bien quand même, on parlait tout à l'heure du marché de l'occasion, qui est forcément alimenté par le marché des flottes. On voit bien qu'il y a besoin d'électrifier beaucoup plus les flottes avant d'électrifier les ménages, parce qu'en fait, même si les enquêtes ont été faites sur des jeunes, en fait, on s'aperçoit que c'est des gens qui ont plus de 59 ans qui achètent les voitures électriques. Donc, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les flottes, en fait, puissent se transformer et arriver à des taux. Parce que pour arriver à 50%, il faut déjà que les flottes soient à 50%, c'est déjà le premier échelle. Donc, comment on fait pour électrifier les flottes ? J'ai vu qu'il y a des grandes entreprises, dont celle dont je suis détaché, en fait, qui au 1er janvier a décidé que tous ces véhicules de fonction et tous les véhicules de service seraient électriques. Mais il faut que les industriels, en fait, prennent leurs responsabilités. Comme l'a dit Gilles, la voiture est beaucoup plus vertueuse électrique, donc il faut qu'on y aille. Et qu'est-ce qu'on fait pour décarboner ces flottes ? Problème politique, ça. Comment est-ce qu'on décarbone ? Comment est-ce qu'on incite les entreprises à augmenter leur flotte électrique ? Avec des aides ?
Alors des aides ou des contraintes, mais bon, les contraintes, c'est jamais bienvenu. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas une part importante de véhicules électriques dans les flottes, on n'y arrivera pas, ça c'est sûr. Bon, maintenant, après, les flottes en termes d'usage, en termes les contraintes et les contraintes dont on vient de parler sur les autonomies, etc., peuvent être aussi une difficulté, mais ça se vit bien, en fait, à condition d'accepter un petit peu de contraintes. Oui. Ce qui n'est pas dans l'esprit français, quand même. Oui, allez, tout en haut, allez-y. Attendez, on vous apporte le micro. Donc, Thomas Kuhn, EDF. Je me permets de prendre la parole parce qu'on fait partie des entreprises qui ont décidé d'électrifier l'intégralité de leur flotte. Donc on a un engagement à 2030 à basculer toute notre flotte à l'électrique pour les véhicules légers. Et en fait, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est qu'on a vérifié si les cas d'usage de nos véhicules, de fonction, de service, pouvaient passer à l'électrique. Et ce qu'on voit, c'est que quasiment l'intégralité, dès maintenant, peuvent passer à l'électrique avec un TCO positif. Donc on sait que ce qu'on fait actuellement, on le fait à minima, sans perdre d'argent par rapport à une flotte thermique. Donc ce n'est pas une question de est-ce que ça coûte plus cher aux entreprises. Sur le long terme, c'est certain que non. C'est est-ce qu'elles ont la volonté de faire la conduite du changement en interne pour basculer à l'électrique. Volonté politique. Bravo, dit Gilles Le Borgne, oui. Autre question? Bonjour, Ian Johnston du Financial Times. J'ai une question sur le fait que cette technologie est en plein développement. On voit qu'il y aura d'autres modèles, d'autres voitures électriques qui sortiront d'ici 2030. Est-ce que les consommateurs, ils attendent, ils ne veulent pas acheter maintenant parce qu'ils savent que d'ici 2-3 ans, il y aura une meilleure option, peut-être il y aura des options moins chères. Et par rapport à Renault, vous avez votre version Renault 5 qui sortira, qui sera moins chère. Quel impact sur la version actuelle qui coûte quelques milliers d'euros plus? Oui, enfin là, vous posez la question du renouvellement, renouvellement des modèles, mais cette question du renouvellement des modèles, elle a toujours existé dans l'automobile. Donc c'est vrai que les voitures évoluent énormément, ça a été dit dans l'enquête et les gens le reconnaissent, et elles vont continuer à évoluer. On va avoir des technologies, et pas seulement électriques d'ailleurs, avec l'architecture électronique, le smartphone sur roue, qui vont arriver dès 2026. Donc la question, enfin moi je ne prends pas votre question comme une contrainte, parce que ce que vous dites existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voitures, qu'elles soient hybrides, qu'elles soient électriques, etc., sont renouvelées avec des cadences qui sont de plus en plus rapides. Et donc, à un moment donné, vous avez besoin de changer votre objet mobilité et vous achetez une voiture. Donc, je ne crois pas que, entre guillemets, l'attentisme résolve le problème. Bon, voilà. Donc, la question que vous posez, elle existait avec les véhicules thermiques ou hybrides avant. Est-ce qu'il n'y a pas chez les constructeurs un penchant à suréquiper petit à petit en produits technologiques, justement, les véhicules électriques, ce qui renchérit les prix quand même? Par rapport à une Zoé de 2013, aujourd'hui, n'importe quelle voiture électrique... Non, mais d'accord, mais la Zoé de 2013 par rapport à une Mégane de 2013, ça serait pareil. Vous avez eu 3 round NCAP. Vous avez eu des besoins réglementaires GSR2, Global Safety Regulation, qui viennent d'arriver en juillet. Tous les bips là, que vous entendez dans les voitures. Vous avez rendu obligatoire des aides à la conduite. Donc tout ça, c'est trop pour vous, utilisateurs, ingénieurs? Écoutez, c'est trop. Parce qu'on entend beaucoup de critiques là-dessus aussi. De toute façon, aujourd'hui, on a entre 7 et 8 règlements majeurs par an. Donc, est-ce que c'est beaucoup? La question, oui, c'est beaucoup. En fait, on passe notre temps à refaire les voitures. Et est-ce que ça va renchérir les coûts et le prix? Oui, aujourd'hui, quand vous avez, je ne sais pas moi, quand vous avez prenez le nouveau Duster, je veux dire, il a une caméra qui lit la route, le précédent Duster ne l'avait pas. Et ça, c'est rendu obligatoire du point de vue réglementaire. Et donc, ça a un coût.
Je veux dire, ça a un coût, on peut pas le nier. Même si la voiture, on s'est battu pour qu'elle reste la plus accessible possible, mais évidemment, il y a toute une transition réglementaire, comment dirais-je, l'Europe régule beaucoup. Oui. Et par rapport aux autres zones aussi. Hein. C'est une jolie formule. En haut, oui, là au milieu. Il y a 2 questions. Attendez, j'étais un petit peu... Allez-y. J'ai le micro, donc j'en profite. Oui. Donc, Michel Ferraud-Dubose, ancien de l'ingénierie Renault. En fait, j'ai une question un peu sous-jacente, complète, sur l'électrique. C'est en gros comment augmenter les volumes. Et derrière, il y a la compétitivité de l'industrie automobile européenne. En gros, l'idée n'est pas d'avoir le supplétif du marché chinois pour arriver à obtenir les normes café. Donc, j'ai 2 questions là-dessus. C'est finalement l'expérience de la Dacia Spring. Est-ce qu'on peut en parler? Je ne connais pas les chiffres et ce qui s'est passé, mais en fait, c'était une voiture abordable Renault, enfin, Dacia venant de Chine, donc c'est un sujet en soi. Et l'autre sujet qui est juste derrière, c'est la productivité, la baisse de prix potentielle d'un véhicule européen électrique, en sachant que je crois que l'Europe a du mal à dominer la productivité de la batterie, puisqu'elle ne s'est pas, je crois, occupée beaucoup des minerais et de tout ce qui est l'approvisionnement de détail de la complexité d'une batterie. Voilà. Oui. Enfin, là, tu poses la question de la chaîne de valeur globale électrique. Dans un environnement économique européen, hein, l'Espagne, je dis ça de mémoire, mais c'est peut-être pas exactement ça, mais 22 € de l'heure, le Portugal 15 ou 17, la France 37-38, l'Allemagne 45 et le Maroc 4 € de l'heure. Donc bon, alors pas de panique non plus, ça joue sur la valeur ajoutée qui représente globalement une dizaine de pourcents, bon pas toutes, plus ou moins une dizaine de pourcents du prix de revient d'une voiture. Ceci étant, c'est quand même important, et c'est pour ça que les voitures, notamment les petites, sont plus beaucoup fabriquées en France. C'est important parce que quand on rapporte cette part de valeur ajoutée à la marge, eh ben là, c'est pas négligeable du tout. Donc, pour répondre simplement à ta question, en fait, on fait feu de tout bois avec l'installation des gigafactories. Bon, ça, Douai démarre, là. ACC également a déjà démarré. C'est pas facile, hein. Il y a une courbe d'apprentissage importante, mais il y en a même une énorme qui a fait faillite il y a peu de temps. Northvolt qui est en très grosse difficulté. Ils viennent de poursuivre leur activité, d'après ce que j'ai lu, mais c'est pas facile, hein. Et puis après, tu as raison. Il y a toute l'amont de la chaîne de valeur, le minerai. Donc là aussi, on a des accords au Maroc, on a des accords en Argentine, on a des accords un peu partout pour essayer de pas être trop à l'est du monde, on va le dire comme ça. Et après, il y a tout le raffinage, les cams pré-cams, tout ça aujourd'hui. Et c'est pas des trucs sympathiques, hein, c'est de l'hydrométallurgie, beaucoup d'acide sulfurique, etc. Donc il va falloir aussi qu'on accepte que ces éléments-là, et notamment les mines de lithium, hein, on pourrait en ouvrir en France, il y a des projets, il va falloir qu'on accepte, je dirais, les conséquences de l'augmentation des véhicules électriques dans nos ventes. Luc Châtel. La réponse de Gilles. D'abord, la question de la compétitivité de la filière, c'est un enjeu sur lequel nous travaillons à la PFA avec les pouvoirs publics nationaux et européens. Vous savez que nous avons déposé à la Commission européenne, il y a déjà 9 mois, un document appelant à un pacte européen sur l'automobile, c'est-à-dire d'agir au niveau européen pour l'ensemble de l'industrie automobile sur tous les leviers, hein, aussi bien les aides à l'investissement dans l'innovation, aussi bien la question de l'accompagnement des salariés pour les transitions, aussi bien la réglementation intracommunautaire, parce que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, pour une usine au hasard, un constructeur chinois qui voudrait s'implanter en Europe, eh bien, il va avoir un pont d'or en Europe centrale
par rapport à l'Europe de l'Ouest, puisqu'il y a des écarts d'accompagnement, de niveau d'aide qui sont absolument considérables encore aujourd'hui au niveau intracommunautaire. Bref, nous avons, et avec nos amis allemands, espagnols et italiens, travaillé sur des mesures à l'échelle européenne. La Commission, on va dire, a frémi. Hein, la nouvelle ex-présidente de la Commission, lors de son discours d'investiture, a annoncé un travail de concertation avec l'industrie automobile qui va démarrer à la fin de ce mois. Voilà. Donc ça, c'est tous les leviers qu'il faudrait qu'on active, mais qui sont fondamentaux, parce qu'il y a aujourd'hui des écarts de compétitivité énormes entre ceux qui produisent en Europe, ceux qui produisent aux États-Unis et ceux qui produisent en Asie et en Chine. Et je vous donne une illustration. Gilles n'a pas évoqué un point important dans les critères et dans les leviers, c'est évidemment le prix de l'énergie. Si vous passez en gros, Gilles, tu me corrigeras, mais sur une voiture thermique, d'un poids, je sais pas, de 2 à 3% de ce que représente le coût de l'énergie dans le prix de revient d'une voiture, à 8 à 9% pour un véhicule électrique, vous multipliez par 3 l'impact du prix de revient, de l'impact énergie sur le prix de revient. Or, aujourd'hui, nos constructeurs payent leur énergie en Europe, allez, 50% plus cher, 50% plus cher de ce qu'ils payent dans leurs usines américaines ou dans leurs usines chinoises. Vous faites le calcul, 50% sur 9% du prix du véhicule, vous voyez tout de suite qu'il y a un écart de compétitivité que vous ne pourrez pas résorber par ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un chantier absolument majeur. Il y a des discussions. Le gouvernement français soutient notre démarche. La question, c'est est-ce qu'on sera capable au niveau européen, au niveau du marché de l'énergie, au niveau des politiques industrielles européennes, d'entendre raison pour que les industriels soient accompagnés, qu'on gomme cet écart de compétitivité. Il y avait d'autres questions, oui, là derrière. Bonjour, Olivier Hubertali du journal Le Point. Une question plus pour Gilles, peut-être, c'est vous avez parlé de la difficulté des batteries au niveau du stockage de l'énergie. Quels espoirs on a pour les futures technologies à venir de batteries sur ce sujet? Alors, ce n'est pas une difficulté parce que les progrès sont considérables. Je vais vous donner quelques chiffres. Parce qu'on avait eu la question pour la R5, pourquoi vous n'êtes pas parti en LFP par exemple? À l'époque, c'est une décision qu'on a prise en 2021, à l'époque on avait du LFP qui était à 350 Wh par litre. Aujourd'hui on a des offres à 420, 430 Wh par litre. Donc là où on ne pouvait pas stocker, parce que la voiture est compacte, 3,90 m, on ne pouvait pas stocker l'énergie nécessaire, maintenant, à LFP, on s'en approche. Je ne dis pas qu'on va mettre les 52 kWh, mais on en est proche. Premier point. Deuxième point, les prix. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous quittez le nickel, manganèse, cobalt et que vous passez au lithium, fer, phosphate, il y a toujours du lithium, mais fer et phosphate, vous voyez bien que ce sont des composés qui sont beaucoup plus accessibles. Et surtout qu'on peut trouver également en plus grande quantité sur la planète. Donc le LFP ou je ne vais pas rentrer dans les détails, le LMFP, enfin il y a différentes familles de chimie qui sont en train d'arriver, qui ont été beaucoup développées en Chine et qu'on est en train d'intégrer et qui nous permettront de baisser considérablement. Alors l'ordre de grandeur, c'est une vingtaine de dollars au kilowattheure d'écart. Vous voyez, si vous prenez une batterie de 50 kWh, vous êtes à 1 000 €. Bon, c'est très important quand vous regardez ce prix-là et que vous le ramenez à la marge unitaire par voiture, c'est une partie très très importante. Donc il y a des évolutions. Ce qui nous donnerait dans 2-3 ans pour une Renault 5 électrique, quel type d'autonomie dans 2-3 ans? Non, on ne... Je ne vais pas répondre à cette question. J'ai la réponse, mais je n'ai pas envie de la donner. Non, mais on a déjà des véhicules. Justement, je reviens à la question de M. Lao. Aujourd'hui, achetez la R5, elle est super. Allez l'essayer, achetez-la. Puis après, prenez-la en LOA. Et puis après,
dans 3 ans, voilà, vous la changez, et puis voilà. Mais pour poser la question autrement, Mais ça ne sera pas très différent. Voilà. Nous avons aujourd'hui en France à disposition des véhicules dont l'autonomie est tout à fait satisfaisante. Mais bien sûr, bien sûr. Vous avez des voitures, bon, je vais parler de la gamme Renault, mais vous avez 610 km sur un Scénic, vous avez 450 km sur une Mégane. Alors tout ça, c'est pareil, c'est du WLTP, parce que c'est la mesure, et vous avez 400 km sur une R5 ou une 4L demain, dans quelques jours. Ça va mieux en le disant. Oui, madame ? Bonjour, Alexandra Legendre, Ligue de défense des conducteurs. Si on revient aux clients et aux informations qui lui sont données lorsqu'il se présente en concession pour acheter des voitures électriques, nous, on note quand même un certain manque de transparence, en tout cas d'accès homogénéisé aux mêmes informations, quelle que soit la marque, quel que soit le groupe constructeur. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une homogénéisation à imposer par voie législative sur certaines informations? Je pense notamment, par exemple, à la garantie vieillissement batterie. Tout le monde ne délivre pas clairement cette information à l'acheteur. Je pense aussi à la capacité batterie utilisable. On ne communique que sur la capacité batterie totale. Non. Ça dépend des constructeurs. Ça dépend des constructeurs. Et c'est bien ce que j'ai dit en introduction de mon propos. Renault donne une capacité nette. Mais je parle d'homogénéisation auprès de tous les groupes. Donc ce que je dis, c'est que je sais que Renault le fait, mais tout le monde ne le fait pas. Donc le problème, pour lever aussi ce problème de méfiance vis-à-vis de tous ceux qui sont sceptiques autour de la voiture électrique, on a parlé, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'était pas bon sur l'information des gens. À qui la faute? Qui doit renforcer cette information, et surtout, est-ce qu'il ne faut pas que tous les acheteurs aient accès aux mêmes informations de façon à pouvoir comparer librement comme un consommateur qui achète n'importe quel produit? On ne cache pas les informations aussi? Les constructeurs... On n'a pas accès à tous les clients n'ont pas accès aux mêmes informations. Bon, j'entends ce que vous dites. On peut certainement s'améliorer. De ce point de vue-là, je n'ai pas de débat, mais passer une après-midi sur YouTube et regarder toutes les analyses de taux de décharge, de vitesse de charge. Absolument. Moi, j'aime bien regarder ça parce que ça me permet de me recaler par rapport à ce qu'on a fait sur nos voitures. Je veux dire, l'information pour celui qui l'a. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, il y a peut-être des choses à améliorer. Nous, en fait, on ne peut communiquer que sur les normes qui nous sont imposées. Mais ceci étant, vraiment, l'information, elle est assez facile à trouver. Mais bon, j'entends ce que vous dites. Moi, je rebondis sur votre question. C'est l'ancien parlementaire qui réagit. En fait, il faut éviter toujours, dans ces cas, de passer d'un extrême à l'autre. Et il se trouve que j'ai été ministre de la consommation, et donc l'information des consommateurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est vrai qu'on a eu tendance, ces dernières années, de tellement réglementer que trop d'informations tue l'information, et que ça devient complètement illisible. Et puis parfois avec des aberrations, en gros on va vous faire une pub pour la voiture, mais on va vous expliquer qu'il faut surtout prendre un autre moyen de transport que la voiture. Hein, donc, un peu curieux. Mais là où je rebondis sur votre remarque, madame, c'est que il y a un sujet de transparence sur l'information qui est donnée aux consommateurs par rapport au passage à l'électrique. Alors, il faudrait qu'on creuse ce que vous avez dit sur que les constructeurs ont déjà ou se donnent un certain nombre de contraintes pour informer. Il y a peut-être une homogénéisation à travailler. Mais il y a un sujet sur lequel il n'y a pas de transparence, c'est le prix des recharges. Vous savez, quand vous allez sur l'autoroute, il y a 30 ans, on a rendu le prix des carburants obligatoire sur l'autoroute. Donc vous savez que le litre va vous coûter 2 €. Bon. Par contre, les bornes de recharge électrique, si vous voulez, pour un consommateur lambda, même moi, j'y comprends rien. C'est-à-dire que c'est incompréhensible de savoir combien, finalement, ça va vous coûter et vos 100 km, combien ils vont vous coûter. Voilà. Là, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait alerter un certain nombre de parlementaires pour voir. Il ne faut pas trop légiférer, mais il faut peut-être réglementer simplement pour qu'il y ait plus de transparence. Parce que c'est totalement illisible. Et entre nous, je parle sous contrôle des distributeurs d'électricité qui sont dans la salle, vous en profitez un peu d'ailleurs. Hein, bon.
Qui veut intervenir? Non, juste un mot, puisque la question a été posée tout à l'heure du marché de l'occasion, des chiffres du marché de l'occasion. Pete Amelot de la PFA me soufflait, je crois que c'est le baromètre de l'AVER, on doit se situer sur une part de marché assez marginale, hein, autour de 2,5%. En revanche, de l'électrique, hein, je parle bien de l'électrique, en revanche, dans le cadre d'une croissance des ventes de BEV, de véhicules 100% électriques, dans ce marché de l'occasion, qui sont en croissance de l'ordre de très forte, de l'ordre de 70%. Voilà, la question a été posée tout à l'heure. Oui, là-haut. Bonjour, Guillaume Guichard, Les Échos. Double question. Quand est-ce d'après vous, on peut arriver à une parité prix à l'achat d'une voiture électrique et une voiture thermique? À quel horizon? Et deuxièmement, si c'est possible d'y arriver, et deuxièmement, une parité des marges pour le constructeur qui vend la voiture. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de marges réalisées sur une thermique que sur une électrique. Et donc, du coup, quand est-ce qu'on peut arriver à une parité, voire un dépassement? Rêvons toujours. Bon, après, ce n'est pas les mêmes produits, mais une Clio e-Tech hybride est j'ai un de mémoire, de l'ordre de 23 800 € à peu près. Là où vous aurez une R5 à 300 km qui sera à 24 900. Alors après, il faut demander à Fabrice Cambolive, hein, le patron de la marque Renault, mais on s'en rapproche. Alors, ce n'est pas les mêmes produits. C'est sûr que Clio e-Tech, vous faites 600 km d'autonomie, donc c'est pas. Mais en tous les cas, c'est une offre. C'est une offre qui, en termes de prix, qui s'en rapproche. Les deux offres s'en rapprochent. Et après, évidemment, en termes d'usage, c'est à vous de choisir. Et on a annoncé, Lucas l'a annoncé, là, on fera une Twingo en 2026 à moins de 20 000 €. Donc voilà, on y arrive. Doucement, mais on y arrive. On y arrive. On y arrive. Oui. Les marges? Les marges, je ne vais pas m'exprimer sur les marges. Top secret, les marges. Pas s'exprimer sur les marges. Oui, qui veut intervenir? Enfin, l'objectif, c'est pas parce qu'on passe à l'électrique qu'on va mettre en péril les sociétés. Enfin, c'est un point qui est sans doute évident, mais ça vaut la peine de le dire. Le but, c'est de faire des marges aussi en électrique, parce que sinon, quand on appelle 100% en 2035, 50% en 2030, le but, évidemment, c'est d'assurer la pérennité de nos entreprises. Alors, on avait une question. Oui, c'est Pierre Dumoulin, je suis consultant en transformation énergétique. J'ai une question sur Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. J'ai une question de mass market, parce qu'en fait, on sait que l'industrie chinoise est extrêmement dynamique, que BYD est en train de monter par rapport à Tesla. Tesla qui sera peut-être fragilisé avec les politiques américaines qui arrivent. Est-ce qu'il ne faudrait pas un méga plan européen avec tous les constructeurs qui s'associent pour faire une sorte de Ford T, pour faire un véhicule électrique soutenable et accessible, et que tous les constructeurs automobiles se mettent ensemble pour pouvoir contrer le dynamisme et la compétitivité chinoise? Oh là là. Ça n'a pas dû vous échapper. On a essayé de le faire avec le premier constructeur européen il n'y a pas longtemps. Malheureusement sans succès pour la Twingo. Hein. Donc vous avez raison. Vous avez raison. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la Chine dirige son économie, ses entreprises, les États-Unis l'aident et l'Europe la régule. Bon, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y a des tas de partenariats transversaux, mais la voiture européenne, l'Airbus de la voiture électrique européen, on a essayé. Et ce n'est pas nous qui avons dit non. Est-ce que malgré les taxes européennes, le véhicule chinois restera compétitif là en 2025-26 Pas évident. Hein. On verra.
Oui. En tout cas, ils y vont doucement. Ils ne sont pas pressés. Ils ont le temps long pour eux. Mais bon. Non, allez-y. Non. Ce que je disais, c'est que, bon, on a fait beaucoup de déplacements en Chine. C'est impressionnant de voir les aides à l'investissement dont peuvent bénéficier les constructeurs chinois. C'est-à-dire que, c'est impressionnant. C'est-à-dire que quand vous enlevez les amortissements des investissements sur nos coûts, ça aide beaucoup, quand même. Merci à vous tous pour votre participation, pour votre écoute, pour vos questions. Merci Gilles Leborgne. Merci Flavien Levy.